Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pierre Berner. Bonjour. Salut Pierre, Salut. très content de t'accueillir aujourd'hui, d'autant plus que tu vas nous parler d'un sujet ô combien passionnant et un petit peu déroutant. Je sais que les gens aiment bien notre podcast aussi parce que les personnes que l'on trouve, qu'on interviewe, ont des choses souvent différentes et je pense que là tu vas pouvoir nous permettre d'atteindre encore les sommets. Ah bah, tu me mets une pression là, je vais essayer. Non, je suis assez confiant sur le sujet. Est-ce que avant d'en venir au vif du sujet, tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, donc Pierre Berner, j'ai 36 ans, je suis papa d'un petit garçon qui a 2 ans et demi. Voilà, j'habite à Nantes. Et dans la vie civile, en dehors du projet associatif dont on va parler, Ouais. je suis consultant en innovation sociale et j'accompagne notamment les structures de l'économie sociale et solidaire, voilà, pour maximiser leur impact social et écologique. Parfait. Et donc depuis allez, peut-être 2 ans, un petit peu plus de 2 ans déjà, tu t'es lancé dans un nouveau projet. Est-ce que tu peux nous présenter ce nouveau projet, enfin ce projet tout simplement? Donc c'est un projet qui s'appelle Humo Sapiens. Enfin c'est le nom de l'association. Donc il y a une référence évidente à Homo sapiens, notre espèce. Et c'est un projet qui a pour forte ambition de changer le monde à une époque où je pense qu'on en a pas mal besoin. Alors comment? En proposant une alternative funéraire à l'inhumation et à la crémation, qui sont aujourd'hui les deux solutions en vigueur en France, avec aussi le don du corps à la science dont on parle moins. Et donc en quoi est-ce qu'une alternative funéraire pourrait contribuer à changer le monde? Parce que cette alternative funéraire, elle est basée sur le fonctionnement naturel du cycle du vivant, c'est-à-dire comment est-ce qu'à partir de la mort, on arrive à recréer de la vie. Ouais. Le concept de base de l'économie circulaire aussi. Complètement. Et donc c'est une solution funéraire qui permettrait en quelques mois, de manière douce, sûre, de transformer un corps humain en humus. Et au-delà, nos tombes en arbres et nos cimetières en forêt. Donc voilà, c'est à la fois une solution très concrète et puis c'est tout un imaginaire qui se cache derrière. Effectivement, on va pouvoir aller en profondeur sur le sujet. Là, on est dans la définition même de la régénération. Mais justement, avant d'aller plus en profondeur sur ce sujet, est-ce que tu peux dresser un rapide panorama des solutions pour traiter, je sais que c'est pas forcément les termes très très adéquats, mais pour traiter la fin de vie aujourd'hui, voilà, c'est quoi les options à disposition, qu'est-ce qui est possible légalement, et surtout, quels sont les impacts associés, quoi. On va plus être sur l'après-vie que la fin de vie. Ouais, effectivement, il y a eu beaucoup de mois de débat sur la fin de vie. Sur l'après-vie, donc c'est quoi aujourd'hui les solutions pratiques funéraires en vigueur en France? Déjà, parce qu'un premier constat, c'est que à travers les âges, à travers les espaces, il y a eu des centaines, peut-être plus, de pratiques funéraires diverses, voilà, qui sont toutes liées à un environnement naturel, à un historique de société, voilà. Mais en tout cas, toute société humaine a sa pratique funéraire, ces pratiques funéraires qui lui sont, qui font sens pour elle. En France, on a aujourd'hui, donc comme je le disais, 3 solutions funéraires qui sont là encore évidemment un héritage du passé. On retrouve notamment l'inhumation, donc le fait de mettre le corps notamment enfermé en France dans un cercueil à quelques mètres sous terre, voilà, qui va se dégrader, qui va plutôt mal se dégrader, on pourra y revenir, parce que c'est en l'absence d'oxygène, en l'absence de vie organique, donc c'est pas un milieu qui favorise une bonne dégradation. Donc là, c'est le fameux cercueil qui fait une
sorte de capsule finalement dans la terre, mais effectivement, il y a une logique de protection, on y reviendra, mais il y a un peu la logique de protection du corps vis-à-vis des agressions extérieures. D'accord. Ouais. Donc encore. Et cet héritage-là, il est avant tout religieux. En fait, c'est les pratiques religieuses, notamment catholiques, qui font qu'il y a cet héritage aujourd'hui de l'inhumation. Pas forcément avec cercueil, parce qu'en l'occurrence, c'est Napoléon, je crois, au début 19e, qui a obligé le fait qu'il y ait un cercueil. Mais en tout cas, le concept d'inhumation plus large, c'est vraiment un héritage chrétien. Mais alors attends, juste pour creuser sur ce point, il n'y avait pas forcément de cercueil avant Napoléon, comme tu le disais, mais est-ce que cette simple inhumation, elle déconnectait finalement du vivant, elle empêchait au corps de devenir humus, ou non, c'était déjà le cas avant? Alors il y avait des cercueils avant Napoléon, c'est son obligation quelque part qui a été instaurée à ce moment-là. Donc les alternatives, c'est le corps à même la terre, mais plus souvent aussi des linceuils, qui peuvent faire remplacer, on va dire, le cercueil dans cette idée d'enveloppe. En fait, ça change pas grand-chose à la mauvaise dégradation. C'est pas tant l'enveloppe qui va jouer que la richesse du sol dans lequel on va placer le corps. Et c'est là où, en fait, il faut toujours, sur ce sujet du funéraire, reconnecter les aspects techniques, j'ai envie de dire, des aspects spirituels, philosophiques. Au final, les choix techniques qu'on fait ne sont, on va dire, orientés que par notre vision du monde. Et cet héritage de l'inhumation, mais on pourrait revenir aussi quelque part de la crémation, c'est aussi en lien avec le projet société des derniers siècles, on va dire, de l'homme comme maître et possesseur de la nature, qui crée une distance entre l'humain et le reste du vivant. Et à partir du moment où nos projets de société se fondent sur ce mythe, d'un homme supérieur, d'un homme distant, de déconnexion, d'un humain, de déconnexion, au reste du vivant, au final, c'est pas étonnant de retrouver des pratiques qui vont chercher à marquer cette déconnexion. Quand on quitte le monde, on veut le faire de la même manière dont on a habité le monde. Et là où l'inhumation, justement, de la manière dont elle est faite aujourd'hui, c'est-à-dire bien en profondeur, ainsi de suite, ça, justement, dans cette logique de se protéger des agressions extérieures, d'être dans une capsule protectrice. Et la crémation, c'est plutôt une logique d'évitement, mais d'évitement de la dégradation du corps au contact du vivant. Après, chacun fait son choix en fonction de ses propres convictions, histoires. Donc, c'est plutôt une vision macro que je partage aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est vraiment, les pratiques funéraires sont un reflet, un socle de société. Et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité m'investir au travers du projet Humo Sapiens, c'est que je partage la conviction avec tous ceux qui nous ont rejoints chez Humo Sapiens, que proposer un mode de sépulture qui justement cherche à affirmer notre appartenance à la communauté du vivant, en tant que ça sera un reflet et un socle de société, ça pourra vraiment contribuer à faire changer en profondeur et durablement la manière dont on habite le monde. Oui, complètement, parce que là, on en revient aux modèles mentaux profonds de la société. Et effectivement, parfois, on part du principe que c'est un état de fait, que on fait tous un cercueil ou une crémation, etc. Et alors qu'effectivement, ça, tu t'as parfaitement fait le lien. C'est que ça illustre parfaitement cette déconnexion des humains du reste du vivant, et c'est pas seulement pendant la vie, c'est aussi après la vie, ce que je trouve assez dingue. Donc attends, tu as dit la crémation, le premier l'inhumation, merci, et don du corps à la science. Ouais. Donc il y a cette troisième voie dont on parle très très peu, effectivement, qui est très peu mise en avant dans la société, mais il est possible aussi de faire le choix, quand on fait part de ses dernières volontés de donner son corps à la science. Okay. Effectivement, pour les écoles de médecine, par exemple. Ok. Et ça, t'as une idée des proportions sur chacune des trois voies,
Alors, comme je le disais, on parle moins souvent du don du corps à la science. Donc, pour moi, c'est vraiment marginal. Je saurais pas dire les pourcentages, mais c'est marginal. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de comparer le poids, on va dire plutôt inhumation, crémation, la tendance qui est en lien avec la sécularisation de la société, le retrait des croyances religieuses ou en tout cas de l'application de ces dogmes, va vers une diminution progressive du recours à l'inhumation, donc qui sert sur la sécularisation, mais aussi l'idée que la crémation serait plus écologique. On pourra revenir dessus. Pourquoi je dis ça comme ça fait qu'aujourd'hui on est presque on va atteindre sans doute les 50%, moitié en termes de choix. Là où la crémation n'était que à 1 pour 1000 début des années 80. Donc ouais, c'est fou en l'espace de 1-2 générations le changement, quoi. Ouais. Mais encore une fois, qui est connecté à une vision de société, voilà, la place de la technologie, des machines, la combustion, voilà, dans nos sociétés, voilà. Et l'idée n'est pas de juger, de dire c'est pas un choix qu'il faut faire ou c'est pas cohérent. C'est juste comment est-ce qu'on commence à mettre en place ou à proposer un mode de sépulture qui permet de soutenir une certaine vision du monde autre. Et c'est ça qui nous importe. L'idée, c'est pas de dire il faut imposer un nouveau mode de sépulture, ça serait plutôt de dire c'est extrêmement important, c'est un droit humain, j'ai envie de dire presque incontournable, que chacun puisse faire le choix d'un mode de sépulture qui correspond à sa vision du monde, qui fasse sens pour lui, qui contribue à appréhender l'événement extraordinaire par nature qu'est la mort. Voilà. Et force est de constater que la crémation remplit ce rôle pour une bonne partie de la population actuellement. L'inhumation continue de le faire. Nous, côté Homo sapiens, ce qu'on pressent, mais ce qu'on vit déjà d'ailleurs dans nos chairs à l'échelle individuelle, personnelle, c'est que un mode de sépulture par humification, voilà, qui permettrait de réintégrer le cycle du vivant, fait sens pour nous, voilà, tous ceux, enfin nous au sein du Homo sapiens, mais au-delà tous ceux qui chercheraient à affirmer une appartenance à la communauté du vivant, une envie de faire don de son corps à la nature pour quelque part contribuer à nourrir la terre qui nous a nourris toute notre vie. Et finalement, vous n'êtes pas seul à penser ça, parce que vous avez fait un sondage OpinionWay avec la Maïf, sur le thème les Français et l'humification. Et il y a 73% des gens qui sont pour une mort écologique. Alors, ils sont pas encore spécifiquement OK sur peut-être ce que propose Homo sapiens, mais c'est dingue qu'il y a un tel décalage entre les solutions qui sont appliquées actuellement et puis cette volonté de se dire oui, est-ce que ma mort peut pas aussi être écologiquement plus alignée avec mes valeurs ou plus pertinente en tout cas. Comment tu expliques ce réel intérêt, parce qu'il a été mesuré en tout cas, déclaré, et les pratiques actuelles? Les considérations écologiques sont, je pense que c'est impossible de dire le contraire maintenant, et c'est manifeste, de plus en plus présente quand même dans la société. Voilà, je pense qu'on en a beaucoup parlé, c'est heureux, et c'est aussi lié à des événements malheureux extérieurs, mais qui expliquent que sur les questions funéraires, comme au global dans la société, on cherche à considérer ce sujet-là et à minimiser notre impact sur l'environnement. Donc, à ce titre-là, je suis pas surpris qu'effectivement 73% des gens, des Français, se disent prêts à poursuivre leurs efforts en matière d'écologie jusqu'à leur funérailles, parce que c'est comme ça que c'était questionné dans le sondage. On cherche quand même à faire la différence, nous, entre ce qu'on va appeler la mort écologique et la mort régénérative.
Pourquoi ? On considère que le mot écologie devient un petit peu un mot creux qui peut être employé à toutes les sauces, dire tout son contraire, qu'à force d'être employé à toutes les sauces, en fait, il veut plus rien dire. Et en l'occurrence, ce qu'on voit dans le funéraire, mais ce qu'on voit beaucoup dans la société, c'est une espèce de marchandage, de négociation. C'est voilà, je me rends compte que j'ai un impact écologique, je ne vais pas modifier en profondeur mes comportements, je vais chercher à ajuster un petit peu les solutions techniques que j'ai à ma disposition. Et c'est profondément humain. Voilà, quand on prend le parcours de deuil, la courbe de deuil ou la courbe de changement et les étapes psychologiques qui le jalonnent, on se rend bien compte que voilà, avant d'accepter complètement qu'il y a un changement profond dans notre vie, on passe par une étape un peu de marchandage, de négociation. Et au niveau du funéraire, c'est un peu pareil. Quand on parle de cercueil en carton au lieu de cercueil en bois, d'urnes biodégradables, ainsi de suite, ce sont beaucoup de modifications qui montrent que les Français cherchent à réduire l'empreinte écologique qu'ils ont, mais sans pour autant remettre en cause en profondeur les modes de sépulture que sont l'inhumation et la crémation. Et c'est là où je fais la différence avec la mort régénérative, où là, il y a vraiment un renversement culturel. Ce n'est plus « je vais chercher à réduire l'empreinte écologique de mes funérailles », c'est vraiment l'idée de dire « à travers ma mort, je veux affirmer mon appartenance à la communauté du vivant, je veux contribuer à régénérer l'environnement, je veux m'intégrer dans le cycle de la vie ». Voilà, dans une logique de remerciement, de don, de contre-don, peu importe après les motivations individuelles, mais au global, c'est ça. Et dernière juste pour conclure sur le sondage, parce qu'on a interrogé justement sur la mort écologique, on a aussi interrogé, est-ce que vous, Français, vous aspirez à une mort régénérative, c'est-à-dire la manière dont c'était marqué dans le sondage, est-ce que vous voulez que le devenir de votre corps, et j'insiste bien de votre corps, on ne parle pas du cercueil, ainsi de suite, contribue à régénérer l'environnement, quelque part que la Terre se nourrisse de votre corps. Et là, il y a 59% des Français qui ont répondu oui. Tout à fait. Et c'est un message évidemment très, très motivant pour nous au sein du projet, mais au-delà, on considère que c'est un vrai signe d'espoir pour l'évolution de la société, de se dire qu'il y a 59% des Français qui sont prêts à faire don de leur corps à l'environnement, à la nature. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement, le parallèle que tu fais entre l'aspect écologique et régénératif, on pourra le faire dans pas mal de secteurs d'activité où effectivement on cherche à faire moins mal, à être plus écolo entre guillemets, et la notion de régénération où on sait qu'il y en aura des impacts, mais autant faire en sorte que ces impacts soient positifs, quoi. Et là, c'est précisément le cas sur l'humorisation que tu proposes à travers Humo Sapiens. Et en plus, pour aller un peu plus loin sur ces 59%, il y en a 46% de ces mêmes personnes interviewées qui sont prêts à recourir à l'humification, quoi. Et ça, c'est très concret, quoi, parce qu'il n'y a pas un si gros décalage entre ok, je veux bien aller dans une dynamique régénérative, mais oui, je suis conscient que c'est très probablement, en tout cas pour les 3/4 d'entre eux, de l'humification, et ça, c'est intéressant, quoi. C'est vrai que dans le sondage, on a cherché à interroger à la fois le besoin et la solution. Et effectivement, aspirer à une mort régénérative, c'est vraiment le besoin qu'on sent grandissant dans la population française, mais au-delà dans la plupart des sociétés occidentales, parce que ça répond à une réinterrogation de nos modes de vie et de l'impact qu'on a sur le monde. D'ailleurs, c'est une solution qui est en train de se diffuser aux États-Unis, on pourra y revenir. Et donc, on a interrogé le besoin, mais effectivement la solution. Voilà, c'est-à-dire que pour répondre à cette attente d'une mort régénérative, voilà, la solution qu'on propose, donc la solution d'humification, de transformation en humus des corps humains, est-ce que elle est acceptable, acceptée, désirable pour les Français aujourd'hui ? Et la réponse est effectivement positive, puisque le sondage montrait qu'il y a 46% des Français qui dès aujourd'hui seraient prêts à recourir à cette solution.
Ça peut sembler énorme, effectivement. Nous-mêmes, on a été les premiers surpris, hein, et c'est très chouette pour un sujet qui est ou une solution qui est très peu mise en avant. Voilà, elle est de plus en plus médiatisée sous une terminologie ou une autre. On entend parler d'humusation notamment. On pourra revenir sur ces jargons-là, si vous voulez. Mais peu importe. L'important, c'est qu'il y a 46% des Français qui sont prêts à faire le choix de transformer leur corps en humus. Et au-delà, donc, comme je le disais, leur tombe en arbre, leur cimetière en forêt. Comment on peut l'expliquer ? Je pense qu'il y a 2 éléments principaux. Le premier, c'est l'enjeu social, hein, c'est-à-dire que il y a quand même on parle beaucoup d'éco-anxiété. Pour moi, je pense qu'il y a une éco-culpabilité aussi qui grandit au sein de la population française, oui, tout à fait. Et occidentale plus largement. Et c'est très puissant et c'est très fort. Et ce qui se cache derrière ça, c'est vraiment des émotions très très fortes de culpabilité, de colère, de doute, et donc proposer une solution qui permet de donner du sens et de répondre aussi à ce sentiment d'éco-culpabilité, on trouve ça très important. Et donc pour moi, c'est la première explication de ce chiffre, c'est que les gens ont besoin de se sentir utiles et contributeurs d'un réel changement. Et l'autre chose qui, pour moi, permettrait d'expliquer ce chiffre haut, c'est qu'il y a quand même un historique du rapport à la Terre. Voilà, on a pratiqué l'inhumation pendant des siècles et des siècles. Et au final, notamment en France, où la crémation est arrivée un petit peu plus tardivement, il y a quand même culturellement ancré l'idée que on vient de la Terre et on retourne à la Terre. Oui. Et au final, je pense que ça participe à une acceptation assez rapide de la solution d'humification qu'on propose. C'est un réalignement des valeurs, finalement. Ouais, bah en tout cas, et c'est intéressant parce qu'on nous pose souvent la question aussi de l'écart à la religion et au dogme religieux. Dans quelle mesure ça serait des opposants farouches à ce qu'on propose. Encore une fois, il faut dissocier solutions techniques et quête spirituelle, pour faire ça avec des grands mots. Toutes les religions, vraiment toutes, prônent l'idée de l'importance cruciale de la vie, de la manière, enfin, du fait que c'est ce qui est le plus précieux. Et au final, les solutions techniques funéraires qui ont été mises en place avaient aussi cette idée-là de défendre la vie, mais avec l'état des connaissances de l'époque. Voilà. Oui, et puis finalement, le positionnement très cartésien de l'humain se retrouve beaucoup finalement dans les principales religions monothéistes aussi. Mais en tout cas, voilà, quand on lit dans la Bible, tu es poussière, tu retourneras poussière, cette notion d'humilité et d'appartenance à quelque chose de plus grand, qui s'est un petit peu peut-être perdu avec la sécularisation, mais au-delà de ça, c'est peut-être que l'idée que l'humain est le nouveau Dieu. Ouais. Et ben ça a des conséquences vraiment fortes sur la question funéraire, parce que pendant longtemps, l'idée c'était quand même de se dire que la mort est un passage vers quelque chose de plus grand. Si l'homme est ce qu'il y a de plus grand, comme le récit majoritaire de société, en tout cas jusqu'à maintenant, nous le fait croire, la mort n'a plus de sens. Et avec des impacts psychologiques vraiment très importants. L'idée aussi derrière donc l'humification, c'est de se dire la mort pourrait être un lieu de passage vers quelque chose de plus grand, qui est l'appartenance à un écosystème vivant, voilà, dont on dépend. Et excuse-moi de revenir sur le sujet, mais quand tu as parlé de l'inhumation et la crémation, j'ai un petit peu halluciné quand j'étais sur votre site, c'est que l'inhumation émet en moyenne plus de 830 kg de CO2 et la crémation plus de 230 kg de CO2. Enfin, c'est-à-dire que même en fin de vie, on va encore émettre 1 tonne quasiment, enfin, c'est pour ceux qui vont faire la première solution, de CO2, ce qui est quand même hallucinant quand on fait le rapport avec
les fameuses 2 tonnes que l'on doit tous atteindre individuellement d'ici 2050, c'est pas rien, quoi, en fait, ce process-là. C'est pas rien, mais c'est à l'image de la société. C'est-à-dire que j'ai la conviction profonde, voilà, qu'on appartient à la communauté du vivant. On a fait le choix depuis quelques siècles d'affirmer le contraire et par tous les moyens de soutenir l'idée qu'on est au-dessus de la communauté du vivant. Ça a un coût, et notamment ça a un coût énergétique. Complètement. Ouais. Et donc si on revient sur la question funéraire et qu'on rentre dans des aspects un peu plus matériels, l'humain est composé à 80% d'eau. L'eau, c'est pas ce qui brûle le mieux. Effectivement. Donc, dit autrement, procéder à la crémation d'un corps humain, le réduire en cendres, ça représente un coût énergétique énorme, et c'est pas étonnant. Voilà, quand on y réfléchit un petit peu. Donc, ce qui se cache derrière l'empreinte carbone de la crémation, c'est avant tout la combustion du corps. Et pourquoi je dis ça ? Parce que c'est pas la même chose pour l'inhumation. Par nature, parce qu'il n'y a pas de combustion du corps. Donc, l'empreinte carbone a d'autres origines pour l'inhumation. En l'occurrence, c'est plutôt les matériaux et leur transport qui vont soutenir la quasi-totalité du coût carbone de l'inhumation. C'est la construction des caveaux, les plaques de marbre, le cercueil, donc fabrication, transport, ainsi de suite. Puis même, on peut aller plus loin sur l'entretien du cimetière, sur les concessions à renouveler, etc. Enfin bon, bref, c'est finalement un système à part et qui ne s'arrête jamais, quoi. Enfin, quasiment. Ouais, mais c'est un peu comme nager à contre-courant quand on essaie de lutter contre voilà, notre nature terrestre, j'ai envie de dire, d'une forme ou d'une autre, ça a un coût. C'est comme nager à contre-courant. Tout à fait. Et donc voilà, c'est un petit peu la philosophie qu'on prône avec l'humification au travers du projet Humo Sapiens. C'est de se dire, bon, bah, on va se laisser porter par le courant et on va admirer les rives. Et donc, on va chercher une solution qui s'inscrit pleinement dans le cycle du vivant et comme par magie, mais en fait non, c'est juste logique. On réduit le coût carbone énormément, voire même on a une empreinte positive en fixant le carbone dans le sol. Ouais, et puis en plus tu régénères les sols, tu produis 1 mètre cube d'humus, etc. Donc effectivement, c'est juste beaucoup de bon sens, pas uniquement d'un point de vue économique, d'un point de vue captation de CO2, mais c'est aussi tout simplement, régénérer le vivant, quoi, sous toutes ses formes. Finalement. À ce stade, je me rends compte qu'il faut peut-être juste faire une mini précision sur la distinction entre inhumation et humification, parce que dans les deux cas, il y a le rapport à la terre. L'humification, c'est un processus naturel, donc à l'origine, donc qui existe depuis l'apparition de la vie sur Terre, autant dire depuis un petit moment, qui a fait la preuve de sa durabilité. Et en fait, le concept est assez simple, c'est que les matières organiques, par gravité, tombent sur le sol. Et donc, c'est comme autant de nourriture, entre guillemets, disponible pour le vivant qui a horreur du vide. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment une microfaune très riche qui va se développer dans les tout premiers centimètres du sol pour se nourrir de cette matière organique qui tombe par gravité. En se nourrissant de cette matière-là, la microfaune va la dégrader et la transformer en une terre très riche en nutriments, et c'est ça qu'on appelle l'humus, qui va lui-même nourrir les racines des plantes et contribuer à la croissance des végétaux, et ainsi reformer ou redémarrer le cycle du vivant. Donc ça, c'est l'humification. L'inhumation, en quoi c'est différent ? C'est que pour des raisons notamment sanitaires, à l'époque, mais encore maintenant, on considérait que pour éviter une dégradation, mauvaise dégradation du corps qui pourrait présenter des risques sanitaires, on va les enterrer très en profondeur, au moins à 1 mètre, 1 mètre 50, justement pour que on n'empêchera pas cette mauvaise décomposition, au contraire on va la favoriser en faisant ça, mais au moins les toxines, cadavérines, putrécines, ainsi de suite, qui seront produites, elles remonteront pas en surface et du coup il n'y aura pas de risque entre guillemets direct pour les humains qui seraient engendrés. Parce que effectivement, un corps humain, si on le laisse naturellement en surface, il va
il va pas forcément bien se dégrader. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'humification en tant que mode de sépulture, ça sera évidemment pas comme par magie, ça sera un processus encadré avec ces techniques, fait par des professionnels. Voilà. Bien sûr. Mais donc, l'inhumation et l'humification, ce qui aujourd'hui les distingue, c'est vraiment une notion de profondeur du corps, le fait que le corps n'est pas dans un environnement, dans un sol riche, vivant, avec de l'oxygène, de la vie organique, et qui fait qu'en fait, c'est pas de l'humification qui se déclenche, mais c'est de la décomposition anaérobie qui produit des toxines. Voilà. Avec tout voilà le la différence d'odeur, etc., qui peuvent venir et qui peut-être aussi font en sorte qu'il y a peut-être une mauvaise interprétation sur ce que peut être l'humification, c'est-à-dire qu'encore une fois, tu l'as bien dit, ça doit être encadré, réglementé, enfin bref, fait de façon professionnelle, quoi. Ouais, mais et j'ai envie de dire, comme l'inhumation et la crémation. Voilà, quand on fait de la crémation aujourd'hui, on met pas un corps à même le sol en mettant des litres d'essence dessus et on allume une mèche. C'est pas plus compliqué, je pense que c'est même beaucoup plus simple de faire de l'humification des corps que de la crémation. Notamment voilà, parce que c'est plus écologique au vrai sens du terme écologique. C'est logique en termes de ressources. Voilà, quand on voit la crémation où il faut évidemment réunir les conditions pour procéder à la combustion du corps, c'est-à-dire aller chercher du gaz venu d'autres pays que je ne citerai pas, le coût de leur distribution, enfin voilà, c'est beaucoup plus complexe, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que ça commence à être ancré maintenant dans nos pratiques, mais de faire de la crémation sans doute que de l'humification. Oui, en plus, je discutais avec un ami qui me racontait que les concepteurs de fours crématoires avaient de plus en plus de difficultés dans le sens où en fait on mange ou on ingurgite tellement de conservateurs qu'il fallait augmenter encore plus les températures de crémation pour être sûr de réussir le process en question. Enfin bref, c'est une complexité sans nom, quoi. Ouais, c'est vrai que ce qui se rajoute aux externalités négatives, j'ai envie de dire, de base des processus, que ce soit de la combustion ou la décomposition anaérobie, c'est le constat qu'effectivement nos corps sont de plus en plus pollués de notre vivant. Et ça vient se rajouter en fait à ces problématiques-là, parce que la combustion ou l'inhumation n'apporte pas une réponse à cette problématique-là. Alors évidemment, il y a des choses qui sont faites, parce que les acteurs notamment de la crémation et de l'inhumation aussi sont bien au fait des risques sanitaires, et donc typiquement sur la crémation, il va y avoir la mise en place de filtres, des fumées justement pour récupérer toutes les toxines qui pourraient s'évaporer. Mais il n'empêche que effectivement le constat que tu évoques est réel. Pour l'inhumation, ce qui se développe beaucoup aussi, c'est la pratique de la thanatopraxie, les soins de conservation longue durée, j'ai envie de dire, mais en fait c'est marrant, c'est qui traduisent aussi les mêmes pratiques qu'on a eues avec l'agriculture et les pesticides. On met des produits chimiques, encore une fois, pour se protéger des agressions extérieures du vivant. Et c'est une pratique qui s'est beaucoup développée ces dernières années, la thanatopraxie, que je distingue des soins de présentation. Donc, parce que les soins de présentation, il y en a toujours eu pour que le corps, au moment d'éveiller, soit présentable, ne heurte pas les proches. Bien sûr. Par contre, les soins de conservation, c'est assez récent. Et là, il y a un vrai impact pollution des sols, qui pose, au-delà des aspects philosophiques, qui pose aussi des problèmes écologiques, matériels. Parce que dans les cimetières, on se rend compte qu'il y a une capacité de nécrophage, donc de dégradation des corps, qui est vraiment de plus en plus limitée, et ce qui pose des soucis parce qu'on peut se retrouver avec des corps quasiment intacts quelques années après, voire quelques décennies. On peut se poser la question, c'est soins entre guillemets longue durée, parce que malheureusement la personne est décédée, c'est un état de fait. Enfin, quel est l'intérêt finalement de prodiguer ces soins, quoi? La question funéraire est évidemment particulièrement complexe parce qu'elle nous rappelle à notre propre finitude, et donc on peut vraiment pas dissocier les aspects matériels, économiques des aspects philosophiques, et c'est un marché économique quand même très à part, parce que on va avoir tendance en tant que client, notamment les proches d'une personne décédée,
à ne pas vouloir être regardant sur les services qu'on nous propose, les produits qu'on nous propose, ainsi de suite. Et souvent, on est dans un état de faiblesse parce qu'on est en deuil. Donc, ça peut aussi expliquer des choix qui, quand on est effectivement avec du recul, peuvent être jugés comme incompréhensibles. Ouais, complètement. Mais sur le moment, pour des personnes, ça peut contribuer à peut-être mieux vivre son deuil. Voilà, je ne sais pas. Ouais, effectivement. Et justement, t'en as évoqué un petit peu quelques-uns, mais quels sont les principaux freins aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, personne qui nous écouterait serait en mesure de pouvoir opter pour l'humification. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit panorama des freins et puis tout simplement peut-être expliquer pourquoi vous avez dû créer l'association pour tenter de lever ces freins finalement? Ouais, tout à fait. De toute façon, c'est vraiment l'objet de l'association, c'est réunir les conditions nécessaires au développement et la diffusion d'un mode de sépulture régénératif en France. Les freins, on va les classer, on va dire, en 3 catégories. Culturels, techniques et légaux. Donc le frein culturel, c'est comment est-ce que l'humification devient une pratique ancrée dans la société, désirable, désirée, acceptable, acceptée. Et là, je fais écho effectivement au résultat du sondage dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, on voit qu'il y a 59% des Français qui aspirent à une mort régénérative, 46% des Français qui seraient prêts à recourir à la solution d'humification. Donc, ça a l'air d'être un frein ou un défi déjà en passe d'être relevé. Alors évidemment, il faut en faire un sujet de société et ça va être tout notre objet chez Humo Sapiens d'en faire un sujet de société et notamment on va dire en diffusant sa connaissance, la connaissance de ce concept via des activités culturelles. Voilà, ou purement informationnel, mais on veut vraiment en faire un sujet de société. Donc voilà pour la partie culturelle. Évidemment, on considère qu'en lien avec l'évolution du monde, le regard sur les conséquences écologiques de nos modes de vie, ainsi de suite, la tendance va en plus aller, entre guillemets, dans le bon sens, et qu'il y aura sans doute un renforcement culturel pour l'humification. Sur la partie technique, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, qu'il faudra que ça soit un processus évidemment encadré et fait par des professionnels. L'humification en tant que processus naturel n'est qu'une inspiration. Comment est-ce qu'on mobilise ce processus naturel pour en faire un rituel funéraire qui permet à la fois de répondre aux attentes des familles, mais aussi des collectivités, du législateur national qui apporte toutes les garanties en termes de sécurité. C'est tout l'enjeu de trouver la solution technique qui nous permettra de faire ça. Et on voit déjà qu'il n'y aura pas sans doute une solution, mais sans doute plusieurs. Aux États-Unis, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, ce qu'ils appellent la réduction organique naturelle est désormais légalisée dans 6 États. En quoi consiste la réduction organique naturelle? C'est une forme d'humification high-tech, j'ai envie de dire. C'est américain. Où en fait, on va placer le corps dans une cellule individuelle, un peu comme dans un crématorium en fait. Et dans cette cellule individuelle, on va recréer toutes les conditions d'un sol riche avec de l'oxygène, un bon taux de matière carbonée, azotée, et on va mettre des capteurs, des injecteurs. Tout ça pour venir vraiment optimiser, on est vraiment dans une logique d'optimisation, optimiser les conditions biochimiques qui vont permettre de transformer le corps en humus en 1 mois. Voilà, ce qui est... Alors ça paraît évidemment long par rapport à de la crémation, mais ce qui est en fait assez rapide. Et après, l'humus ou l'humusa ainsi obtenu est restitué à la famille, qui peut au choix en faire usage. Ah oui, sur... c'est même pas sur site, ça peut être fait, c'est fait ailleurs, quoi, enfin, dans un labo, j'en sais rien. C'est un peu comme la crémation, c'est-à-dire qu'il y a le lieu de transformation du corps, qui est vraiment une logique de comment je fais disparaître le corps, entre guillemets. Et après, il y a plutôt pour l'aspect sacralisation ou mémoriel,
un autre lieu. Mm. Mais c'est pareil pour la crémation, hein, entre le crématorium et les jardins du souvenir ou les columbariums. On voit bien cette distinction entre le lieu de la transformation du corps et le lieu de mémoire, entre guillemets, durable. Là, on aurait, dans la version américaine, il y a effectivement ce même principe. Ouais. Et donc, à l'image de ce qui est fait en France sur les cendres, se pose la question de la destination de l'humus. Et donc, aux États-Unis, les familles peuvent soit en faire un usage sur terrain privé, soit faire le choix que l'humus soit déposé au sein d'une forêt mémorielle collective. Voilà, un peu comme l'équivalent des fosses communes, pour nos cimetières. Donc ça, c'est une première forme. En Belgique, il y a une fondation qui s'appelle Métamorphose, qui prône une forme low-tech de l'humification, où en fait le corps serait placé sur un lit de broyat de plusieurs dizaines de centimètres, à même le sol, et recouvert d'une butte, qui elle aussi permettrait de placer le corps dans les conditions qui simuleraient un sol riche et qui permettraient son humification. Donc là, on peut imaginer une butte sur un terrain, ou plusieurs buttes si on est dans un humusarium, ou ça pourrait être même un espace au sein d'un cimetière. Encore une fois, beaucoup de choses restent à construire, à imaginer, donc c'est ça qui est passionnant. Et ça, sur cette humification low-tech, est-ce qu'on a une idée du délai de décomposition ? Ce qui est mis en avant par la Fondation Métamorphose, c'est que ça prendrait environ 9 mois, on va dire entre 9 et 12 mois. Ouais. Moi, j'aime bien le chiffre de 9 mois. Je trouve qu'il y a une très belle symbolique entre les 9 mois pour créer une vie et 9 mois pour rendre vie. Ouais, tout à fait. Alors, je n'irai pas jusqu'à tordre ou de faire choisir un processus technique pour qu'on tombe sur 9 mois, mais je trouve la symbolique très belle. Donc ça, c'est une deuxième piste, effectivement. Une troisième piste qu'on suit, c'est aussi de faire de l'humification sous le sol. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait repenser ou améliorer quelque part la manière dont on fait de l'inhumation actuellement, pour essayer de déclencher quelque part un processus d'humification et permettre au corps de se transformer en humus, et donc aux défunts de réintégrer le cycle du vivant, parce que c'est ce qui va sans doute le sens qu'il va sans doute chercher à donner à sa mort. Okay. Donc ça, c'était sur le défi technique. Et pour finir, le défi légal, c'est de dire que quand bien même ça serait désiré au sein de la société, ce qui semble déjà être le cas, et qu'on aurait là où les solutions techniques mises au point, validées, éprouvées, évidemment, il est extrêmement important que la pratique soit encadrée légalement pour éviter des abus ou des pratiques sauvages, j'ai envie de dire, mais comme il pourrait y en avoir bien sûr, sur l'inhumation ou la crémation. Et donc là, il y aura évidemment un enjeu d'accompagner les députés, les législateurs au sens large, à prévoir les dispositions légales qui permettront d'encadrer la pratique au service de l'intérêt général. Voilà. Ok, alors je suis désolé, je découvre qu'on a des joueurs de cornemuse dans la rue. Ouais, c'est sympa de m'avoir invité en Écosse pour ce podcast. C'est pas très en lien avec ton empreinte carbone et ta vision, mais non, je suis surpris qu'à Nantes on ait comme ça des joueurs de cornemuse. Mais bon, bref, peu importe. Bienvenue à Nantes. Ça fera notre générique de fin. Est-ce que t'as des choses justement à ajouter? Alors, on pourra en parler des heures parce que je trouve que le sujet est passionnant, mais je trouve que tu nous as dressé un bon panorama actuel de la situation, et puis surtout voir les trois freins que tu as évoqués sur la fin. Ouais. C'est de plus en plus fort en plus. On va parler de plus en plus fort. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées, sur lesquelles tu aimerais revenir à approfondir? Juste pour conclure, on a tendance effectivement sur ce sujet-là à descendre assez rapidement sur des notions techniques. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le récit de société qu'on a envie de construire. Et j'ai envie de conclure là-dessus. Moi, à titre personnel, si je me suis lancé dans ce projet, c'est parce que j'étais dans une certaine forme de désespoir ou de frustration par rapport à un récit de société dans lequel je me reconnais pas, bien sûr. Où on nous prédit des futurs pas très soutenables, pas très désirables, et en fait ce projet me donne beaucoup d'espoir,
sur l'avenir de la société. C'est pour ça que je m'y engage corps et âme. Mais c'est le cas de tous les Humo Sapiens qui nous ont déjà rejoints. Donc voilà, conclure en disant que si vous aspirez à une société humanimiste, j'ai envie de dire, plus respectueuse de l'humain et du monde vivant en général, et que vous avez la conviction intime que c'est le prochain chapitre de l'humanité, en tout cas de nos sociétés occidentales, que ça vous donne de l'espoir voilà, pour demain, je vous invite à nous rejoindre, voilà, parce qu'on porte vraiment la conviction profonde que ce n'est pas qu'un mode de sépulture, c'est une brique qui pourra être un socle de cette nouvelle société, et que le plus vite cette brique sera posée sur le sol, le plus vite les choses bougeront, voilà, donc vous êtes les bienvenus. Et j'aurais une dernière question pour toi. On va se projeter un petit peu dans le futur. Alors, tu nous as dit que tu avais déjà un enfant, mais je vais te poser la question suivante, c'est qu'est-ce que tu pourras, comment tu parleras de ton aventure, alors qu'il y en a au commencement, donc c'est difficile, mais je te la pose quand même. Quand tu parleras, comment tu expliqueras ton aventure à tes petits-enfants, dire voilà, qu'est-ce qu'on a essayé de faire à ce moment-là, pourquoi, etc. Comment tu leur en parlerais? Alors mes petits-enfants, donc on va dire aller dans 30 ans, tant qu'ils aient 10 ans, et dans 40 ans. Ouais, c'est juste ça. pour voir où est-ce qu'on en sera. Donc dans 40 ans, l'humidification sera la norme. Donc il faudra leur expliquer comment c'était avant. Et là, ils me diront mais pourquoi vous faisiez ça? Je leur expliquerai un peu comme j'ai expliqué ou j'ai tenté de le faire aujourd'hui, c'est-à-dire de dire qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise pratique funéraire. En fait, il y a des pratiques funéraires qui sont connectées à des projets de société et on arrive à un point de rupture. Voilà, on vit un point de rupture. On a du mal à s'en rendre compte parce qu'on est dans l'action, mais voilà, je pense qu'on est vraiment au début d'une révolution cosmogonique, c'est-à-dire sur notre vision du monde, de la manière dont on veut habiter le monde. Et donc je leur dirais que voilà, on était à ce moment clé. Dans les années 2020 où on avait 10 ans pour tout changer, voilà, pour provoquer ce changement-là, que moi j'ai eu l'intime conviction et j'avais le luxe aussi de pouvoir me lancer là-dedans. Voilà, je suis un homme blanc, hétérosexuel, classe moyenne, enfin j'ai pas d'autre combat à mener, j'ai envie de dire, que celui-là, donc j'avais aussi le luxe de pouvoir le mener. Et pas tout seul, évidemment, avec tous les gens admirables avec qui j'ai cofondé l'association et qui nous ont rejoints depuis. Je dirais que c'était dès le début une aventure humaine exceptionnelle. Enfin voilà, moi quand je vois des gens dans la rue ou qui dans des événements ou qui m'envoient des courriers pour me dire combien ça fait sens pour eux, qui me remercient et qui font des dons, alors même que voilà, on sait que les temps sont durs. Moi, ça me touche, voilà. Et si je fais ce projet, c'est parce que il donne du sens à moi, qu'il donne du sens aux autres, et qu'accessoirement, c'est super excitant et passionnant de rencontrer un jour un philosophe, le lendemain un entémologiste, d'écrire un mot pour le pape, bref, de faire un podcast avec Brio Safré. Donc voilà, c'est le temps des menaces et le temps des audaces, c'est le temps dans lequel on est là, et j'ose espérer que quand j'en parlerai dans 40 ans à mes petits-enfants, les choses auront bien changé, que l'humification leur paraîtra être une évidence. Voilà. Parfait. Excellent. Évidemment, j'invite tout le monde qui a écouté cet épisode jusqu'à la fin à aller sur humosapiens.fr. Vous pouvez adhérer, soutenir l'association par ce biais. Et puis, tu fais quand même pas mal de conférences, tu participes aussi à des événements, etc. Donc, faut pas hésiter à aller te rencontrer. Ouais, vous pouvez suivre les événements sur les réseaux sociaux, enfin on les annonce. Voilà. Sur LinkedIn notamment. LinkedIn, Facebook. Parfait. Bon. Quand on aura une chargée de com, on aura un Insta et d'autres, mais c'est pas pour tout de suite. Bon, c'est déjà pas mal. Un grand merci Pierre et très bonne chance et continuation. Merci Brieux de m'avoir offert cette opportunité de présenter le projet. Prenez soin de vous. Et à bientôt. C'est bien normal. Ciao, ciao. Ciao.